Broco. Aujourd'hui, on va à Talus-Saint-Prix chez Alain et Sandrine Legret qui font du champagne vegan. Alors moi, j'y connais rien au champagne. J'y connais rien au champagne vegan non plus, donc on va apprendre plein de trucs. Ça va être super chouette. Il y a un peu de vent, on s'est un peu pris la pluie, mais on est motivé, on est content. On y va, on continue à avancer, on est bientôt arrivé. Donc là on est bien arrivé chez Sandrine et Alain, donc du champagne Legret. Il y a Scott le chien qui est quelque part mais je ne le vois pas pour l'instant, mais vous le verrez sans doute tout à l'heure parce qu'il passe beaucoup. Et donc du coup première question, Sandrine et Alain, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors bonjour. Donc, nous sommes producteurs de champagne, donc on produit plusieurs cuvées de champagne, de ratafia champenois également. Et nous avons la particularité d'être champagne vegan. Là j'ai eu beaucoup de questions de tout le monde quand on a parlé de champagne vegan, c'est mais qu'est-ce donc qu'un champagne vegan? Qu'est-ce qu'il a de différent des champagnes classiques et en quoi un champagne classique n'est-il pas vegan? Alors un champagne vegan, c'est tout simplement un champagne qui n'a pas été clarifié avec des protéines d'origine animale. Donc il faut savoir que la clarification, ce sont tout simplement les vins dont on va retirer les impuretés. Soit on les clarifie, donc on va ajouter un intrant qui est le plus souvent de la protéine. Donc ça peut être des protéines animales comme la gélatine, porc, bœuf, poisson. Ça peut être aussi du blanc d'œuf, caséine ou albumine aussi. Alors nous, là où on va se dégager, c'est qu'on ne veut pas d'intrants dans nos vins. Donc on ne les clarifie pas avec une protéine, on va les filtrer comme vous pourriez filtrer un café tout simplement. Et après la vinification, on a également tout ce qui est côté marketing, donc c'est-à-dire emballage, étiquette, bouchon, donc tout ça on a été également, on a poussé plus loin auprès de nos fournisseurs pour qu'on ait également tout ce qui est fourniture qui répond au cahier des charges vegan. Et du coup Alain et Sandrine, qu'est-ce que vous faites vous comme champagne? Donc nous travaillons avec les 3 cépages principaux de la région Champagne qui sont le pinot noir et le meunier, donc des raisins noirs, et puis aussi le chardonnay qui est un raisin blanc. À partir de ces 3 raisins, 3 cépages, cela nous permet de faire des assemblages, des cuvées différentes, donc soit par assemblage de raisins, soit aussi par assemblage de cuvées, ou encore de millésimes qui sont des années pures, seules. Donc ça nous laisse tout un choix de possibilités variées. Et du coup là je vois dans le petit local que vous êtes vigneron indépendant. C'est quoi un vigneron indépendant? Ça signifie en fait que toutes les étapes de transformation, production, si on veut, sont faites ici chez nous à la maison complètement. Alors c'est pas vraiment un label, c'est plus en fait un regroupement d'associations de vignerons, donc au niveau Champagne, mais aussi au niveau de toutes les autres régions en France. Il faut savoir que voilà, on travaille de A à Z, mais c'est qu'avec nos seuls raisins. On ne peut pas acheter du raisin ou prendre le raisin du voisin, c'est vraiment avec notre seul raisin. Et ça nous permet de pouvoir expliquer toute notre traçabilité et d'avoir la preuve de la culture de notre raisin, de la façon où elle a été cultivée. Du coup, vos clients, c'est plutôt une clientèle végane, plutôt une clientèle non végane, plutôt à l'étranger, en France, ça se passe comment pour vous? Notre clientèle, elle n'est pas que végane puisque nos champagnes sont destinés à tous. Donc ça va être le particulier, ça va être chez le caviste, la restauration, les épiceries spécialisées. On travaille en France bien évidemment, donc on travaille aussi à l'étranger. On est un petit peu sur l'Amérique, sur le Japon, la Corée, voilà, donc on est quand même assez dispersés. En fait, nos champagnes et ratafia champenois sont destinés à tous les amoureux du champagne. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Qu'est-ce que c'est que du ratafia? Alors le ratafia, c'est un autre produit différent du champagne. C'est ce qu'on pourrait comparer à une liqueur. Donc c'est tout simplement en fait du jus de raisin frais à la vendange qui est stabilisé, enfin muté avec de l'alcool pour garder les arômes et les caractères du jus de raisin frais. Ok, bah hâte de goûter tout ça. Là maintenant finalement, Alain, Sandrine, comment est-ce qu'on fait du champagne? C'est quoi le process? Est-ce qu'on va pouvoir aller voir? Alors le mieux je pense c'est d'aller voir dans les caves et puis d'expliquer directement comment ça se passe. Oh bah voilà, bah Scott il est parti. C'est parti, ok. Direction les vignes. Il y en a à perte de vue, il y a du soleil. C'est trop joli.
Donc ici nous sommes à Talus-Saint-Prix, dans mon village. Et ici je possède une vingtaine de parcelles sur l'ensemble du vignoble. Et les parcelles en fait viennent de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. En général ça se fait comme ça vient de succession, de transmission de famille en famille. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec beaucoup de petites parcelles un peu partout, puisqu'il y a eu des successions générales à chaque fois. Et donc on travaille des petites parcelles, ici vous avez 12 rangs, là 12 rangs en dessous, et ainsi de suite. Il y en a au-dessus, il y en a derrière par là, enfin, il y en a partout sur le village en fait. Alors c'est bien parce que ça permet d'avoir une multitude de terres et de climats, en fait, de variétés. Ça permet aussi de se protéger des accidents de grêle ou de gel, d'avoir un petit peu des vignes éparpillées partout. Mais ça complique parce qu'il y avait ça fait beaucoup de petits morceaux. Ouais. Pour vendanger, du coup... On va aussi partout. Ouais. Ce serait plus simple d'avoir un seul gros morceau, mais bon, après, il y a des inconvénients aussi. Ça, c'est du pinot noir, raisin noir, donc tu vois, ça fait des petits grains, des petites grappes compactes. Qui va nous donner soit du vin blanc pour faire le champagne, soit du vin rouge aussi pour faire les rosés d'assemblage. Ça, c'est des petites grappes, on va dire, qui viennent de fleurir il n'y a pas très longtemps. Ok. Mais bon, ça va pas faire du raisin, ouais. Parce que c'est trop tard. Alors, c'est une jeune vigne qui a 2 ans, qui a été plantée au printemps 2019. Qui a déjà bien poussé. Donc l'année prochaine, on va mettre les fils, les piquets aussi pour la suite, pour tenir les fils, qu'elles puissent pousser tranquillement. Ok. Et première récolte prévue quand pour celle-là? Première récolte prévue dans 2-3 ans environ. Donc quand on aura 5 ans, 6 ans. D'accord. Combien de tonnes de vin tu mets là-dedans? Enfin, de tonnes de raisin? De raisin, 4 tonnes. 4000 kg de raisin. 4 tonnes de raisin. Bon, déjà, il faut savoir que le raisin est entièrement coupé à la main. Chez nous en Champagne, c'est obligatoire. Les grappes doivent arriver ici, chez nous, en fait, intactes, complètes. Et donc, dès qu'on a une quantité suffisante, 4000 kg, on peut charger le pressoir. Ce modèle de pressoir, en fait, c'est un modèle de pneumatique. Donc, tu as une grosse membrane sur moitié de la surface, une espèce de grosse poche. Ouais. Comme ça, qui va se gonfler avec de l'air et qui va écraser tout doucement les raisins. D'accord. Et donc le jus va sortir. Et le jus, il sort par là. Il est récupéré par ce qu'on appelle les drains, donc les parties métalliques avec les trous, D'accord, ok. qui récupèrent le jus. En fait, le principe, c'est d'avoir une pression faible, régulière, douce, Ok. qui va écraser le raisin doucement. Et donc le jus va sortir doucement et de façon claire. Ça te prend combien de temps? Ça dure environ 3h, 3h30. Et donc ça nous permet de récolter, enfin d'obtenir 2500 litres environ de jus de raisin. Il y a différentes zones à l'intérieur de la baie de raisin, du grain de raisin. On veut séparer les différentes parties, donc sortir le jus progressivement pour avoir les meilleurs jus au départ. D'accord, Si ok. tu écrases très fort, tu vas tout mélanger. Donc tu as récupéré le jus. Le pressurage. Voilà, donc ça s'appelle le pressurage. Pressurage, oui. Ok. Donc tu as récupéré tes 2000 litres d'un côté, tes 500 de l'autre. Donc ça tombe directement par gravité tout simplement en dessous, à l'étage Ouais. cuivri. Ok. Et donc on va aller voir en dessous comment on continue. D'accord, ça marche. C'est parti. Après le pressoir, donc le jus il tombe de l'étage. Directement dans ces cuves-là, ce qu'on appelle les cuves de débourbage. Ok. Puisque le jus de raisin, en fait, comme tous les jus de fruits, normalement, il est assez trouble quand même. Un résidu, un dépôt à l'intérieur. Donc on va laisser le jus reposer 24 heures, un petit peu moins, dans ces cuves. Et le dépôt va naturellement se déposer au fond de la cuve. Ok. On va ensuite venir sortir le jus beaucoup plus propre et le séparer du dépôt au fond de la cuve. Ok. Et il va où? Et donc on l'envoie dans d'autres cuves à côté, là, qui vont servir de cuves de réservoir pour la fermentation. Bon, on va voir ces cuves-là. Ouais. Voilà, ça arrive ici dans la partie fermentation. Là, c'est plutôt la fin de la fermentation, c'est terminé, je pense. Donc, on est passé du stade de jus de raisin avec du sucre. Ouais. Il faut rappeler déjà que sur le raisin, naturellement, sur les pellicules, les peaux du raisin, il y a ce qu'on appelle la pruine. La pruine, c'est une toute petite poussière naturelle qui contient des levures. Les levures sont présentes sur le raisin. Et donc, les levures vont se mettre en activité naturellement dès qu'elles sont dans le jus de raisin. Donc, en fait, elles vont provoquer une fermentation alcoolique naturelle, donc elles vont transformer le sucre en alcool, donc le jus de raisin en vin. Ça fermente
environ 2 semaines à peu près. Et donc là aussi le vin jeune, on voit il est assez gazeux, ça c'est le gaz carbonique. Ouais. Et il est encore très très trouble. Et donc là on va laisser le vin se reposer pour que le dépôt se dépose là encore naturellement au fond de la cuve. Et donc ensuite, au bout de 2 semaines, changement de cuve. Changement de cuve à nouveau pour séparer le dépôt au fond. Si tu rentres dans la cuve, là t'es mort. Elle est pleine de gaz carbonique, donc tu ne peux pas respirer. Alors avant la partie mise en bouteille, avant la partie champagne, il y a une partie importante. Ouais. Malgré le fait que ce soit un vin, ce qu'on appelle un vin clair, nous on appelle ça un vin clair, il y a quand même un petit dépôt présent dans ce vin. Et donc on doit nettoyer ce vin, le clarifier, Ok. pour que le vin soit le plus brillant, propre possible. Et donc c'est là où sont utilisés tous les produits, les cols, collages, animaux en général, Ok. pour nettoyer le vin. D'accord. Et que vous n'utilisez pas et Voilà, vous c'est ça. filtrez. Nous on filtre. Et tu filtres avec quoi? Alors avec ça, ce sont des plaques de cellulose, c'est de la matière végétale. Ouais. C'est un genre de gros buvard, de gros carton, comme le filtre à café, un peu plus épais. Donc le vin traverse en fait cette plaque, elle est coincée entre des plateaux en plastique. Le vin va traverser la machine, va traverser les plaques, donc traverser la plaque filtrante. Là tu vois la trace justement, la petite couleur, en fait c'est le dépôt du vin qui est resté bloqué dans la plaque. Quand c'est neuf, c'est blanc. D'accord. Donc le dépôt très très fin du vin, en fait il est coincé dans la plaque, dans les fibres. Ça retient des particules très très fines. Donc Ok. le vin ressort derrière, très très propre, brillant. Et là on peut le mettre en bouteille. Donc chaque place en fait on met une plaque filtrante. Donc Ok. il y en a 45 ou 50. D'accord. En fait c'est simplement pour augmenter le débit, la vitesse. Ok. Mais le vin ne passe qu'une seule fois sur une plaque. Est-ce que c'est pas juste plus simple d'utiliser finalement ce genre de papier buvard là que de venir utiliser de la gélatine animale, de la colle, de... Plus simple, je ne saurais pas dire, parce que moi, en fait, j'ai toujours travaillé avec ça. Mon père travaillait déjà avec ça depuis toujours. Ok. J'ai jamais fait de collage avec les produits animaux ou autres. D'accord. Ok, donc finalement, en fait, ton père, il faisait déjà du champagne vegan, Sans même s'il savoir. n'y avait pas de labellisation. Voilà, c'est ça, ouais, si on veut, ouais. Ok. Cette façon de travailler là, elle est utilisée en majorité par les viticulteurs ou alors Non, j'ai pas vraiment l'impression. J'ai Non. pas l'impression. Même si aujourd'hui certains commencent à changer un petit peu les cols de poisson, par exemple, en colle végétale, ça commence un tout petit peu à se faire, mais c'est encore très 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 faible. Ok. Du coup, là, on va voir la cave, Petite bouteille et cave. la partie bouteille. Punaise. Ça fait de la bouteille. Ah, il y en a plusieurs derrière jusqu'au fond. Jusqu'au fond? Donc là, ici, on a 8 rangées de bouteilles dans cette partie-là. Ça fait combien de bouteilles? 16 194. Ok. Tout à l'heure, je vous ai dit, on fait le mélange dans les cuves. Donc Ouais. le mélange, l'assemblage, c'est-à-dire qu'on prend le vin de base, on apporte un petit peu de sucre et un petit peu de levure Mhm. pour provoquer une fermentation alcoolique, mais Ouais. cette fois-ci dans la bouteille. On envoie le mélange rapidement dans les bouteilles Ok. et on ferme les bouteilles avec une capsule. Ah mais oui, c'est vrai que là, c'est toutes Elles des sont toutes avec capsules. des capsules. Exact. La fermentation, la prise de mousse, qu'on appelle la prise de mousse, va se faire rapidement. On va avoir un petit peu de dégagement d'alcool, de dégagement aussi de gaz carbonique par les levures, par la fermentation. Ouais. Ce gaz carbonique, il va rester prisonnier dans la bouteille, Mhm. donc on va avoir une pression qui va se faire, qui va monter. Le gaz carbonique va se dissoudre dans le vin, et c'est ça qui va provoquer les bulles et la mousse. D'accord. Pourquoi la capsule? Ouais. Parce qu'on va devoir ouvrir la bouteille plus tard. La fin de la prise de mousse, en fait, va provoquer, comme toute fermentation, un nouveau dépôt, que tu vois là. D'accord, Un ok. petit dépôt. C'est principalement des levures qui vont se déposer là et des tas de particules en fait qui vont se décomposer aussi dans le vin et qui vont apporter des matières, des minéraux, des vitamines qui vont donner aussi leur goût au vin. Parce que si on mélange la bouteille, forcément, C'est trouble. c'est trouble et c'est pas super agréable à boire. Donc il faut éliminer le dépôt. C'est
C'est pour ça qu'on utilise cette ancienne méthode, ce qu'on appelle des pupitres. Et c'est là où tous les jours, en fait, on va venir tourner les différentes bouteilles pour faire glisser le dépôt tout doucement. Pourquoi on fait glisser le dépôt? Parce que le problème de ce dépôt, c'est qu'il est principalement très très fin. C'est des matières très très fines, très légères. La seule façon en fait de faire sortir le dépôt complètement, c'est d'y aller doucement, donc de faire glisser doucement, mouvement après mouvement, tous les jours, de faire glisser doucement, de relever doucement la bouteille, ça prend à peu près 1 mois environ, et là le dépôt va glisser complètement, mais doucement, jusqu'à arriver en bas dans le goulot. À la fin des derniers mouvements, la bouteille est comme ça, donc le dépôt va glisser et va tomber dans le col de la bouteille. Et donc là, celle-ci par exemple, elle est passée sur le pupitre, donc on voit bien le dépôt, donc le vin à l'intérieur et l'huile est nickel, limpide, propre. Ça, c'est des bouteilles que j'ai faites en 2010. Maintenant, le gros travail, pour nous maintenant, ça va être de sortir ce dépôt. On utilise de la glace. En fait, on va geler le col de la bouteille. Le glaçon va emprisonner le dépôt, va le bloquer. À partir de là, on peut retourner la bouteille sans problème. On arrache la capsule toujours pareil, on ouvre. Le glaçon sort avec la pression, il éjecte le dépôt. Donc ça, c'est la machine qui permet de faire de la glace, on va dire. C'est un gros congélateur. Il va nous geler le goulot en quelques minutes. Il va faire un glaçon dans la bouteille. Donc à partir de là, on va reprendre la bouteille. Donc la machine va ouvrir la bouteille, arracher la capsule. Le dépôt sort directement. Ensuite, on va remettre le bouchon. Ma machine, elle est là-bas. On met le bouchon de liège, le muselet métallique. On va laisser les bouteilles reposer quelques semaines, quelques mois plutôt. Ensuite, on va les laver parce qu'elles sont parfois un petit peu sales à l'extérieur. Donc, on les lave à l'extérieur. Et on les passe à l'habillage. Ensuite, on a juste à mettre en carton, comme celle-ci. Hop, et on a une palette. Et on a une palette. Donc ça, c'est prêt justement, ça part lundi pour New York. Alors du coup, Alain, j'ai entendu que là, tu nous disais que tu recyclais le maximum. Donc qu'est-ce que tu recycles en fait? On recycle le papier des rouleaux d'imprimantes, des rouleaux d'étiquettes autocollantes. Ça s'appelle de la glacine. Et donc ça se recycle pour récupérer du silicone. On recycle aussi le liège qui resserre à faire d'autres produits en liège, des bouchons. Alors Sandrine, explique-nous s'il te plaît un peu les différents produits que vous faites, s'il te plaît. Alors déjà, on a 7 cuvées de champagne. Donc là, il y en a 6 de représentés. Nous avons également 3 ratafias de champagne. Nous avons par exemple la cuvée Équilibre, qui est un assemblage de 3 cépages. Donc nous avons par exemple aussi la minérale qui elle est un 100% chardonnay, donc ce qu'on appelle un blanc de blanc. Sur les rosés, nous avons la rosée d'assemblage. Donc c'est là où on va assembler du vin blanc avec du vin rouge. La rosée de saignée, donc c'est la rosée par macération. Donc là, on fait simplement le jus qui macère avec les raisins. Sa particularité en plus d'être en rosée de saignée, c'est une année unique. Il n'y a pas d'assemblage d'année, c'est uniquement la vendange 2011. Et autre particularité, c'est que c'est uniquement le raisin sur une seule parcelle, donc une parcelle de Talus-Saint-Prix, sur une vigne qui a déjà plus de 60 ans d'âge. Ensuite, nous avons la contraste. La contraste, là, il n'y a que 2 cépages, donc Pinot Noir, Chardonnay, donc principalement du Pinot Noir. Et puis nous avons 2 millésimes. Nous avons le millésime 2000 et 2008. Pour nos ratafias champenois, nous faisons du 100%, c'est-à-dire celui-ci, c'est un 100% Chardonnay. Nous avons également le 100% Pinot Noir et 100% Meunier pour vraiment avoir les cépages différents et vraiment toutes les valeurs de chaque terroir représentées dans la bouteille. Ah, le millésime 2000. Le millésime, le second 2000 qui est toujours disponible. On a les 7 et on a un ratafia pour l'instant, les autres ils attendent dans les cuves. Les autres arrivent bientôt. Sandrine,
Alain, on va parler un petit peu de vous. C'est quoi votre histoire avec les vignes? Donc Alain, on a vu que c'était une exploitation qui était à tes parents, grands-parents. Raconte-nous un peu, puis Sandrine, tu nous raconteras aussi. Donc comme on s'est dit, oui, ça vient de mes grands-parents à l'origine, de la famille. Ça s'est transmis à mes parents, et puis ensuite moi après, ça m'intéressait. Donc c'est un métier qui me plaisait par le côté très varié, travail dehors, travail à l'intérieur, très différent. Okay. On ne fait jamais la même chose. Donc c'est ça qui est intéressant. Et du coup, tu as fait des études en fonction de ça, oui, bien sûr, pour apprendre à travailler la vigne, le vin. Puis ensuite, j'ai travaillé un petit peu, quelques années avec mes parents. Et puis ensuite, on s'est retrouvés tout seuls, tous les deux, à apprendre le domaine. Ok. Et quand tu étais petit, c'était ce que tu voulais faire ou tu avais envie d'autre chose? Alors, quand tu es petit, jeune, c'est pas forcément. Tu vois ça plus comme une corvée, comme un travail un peu. Tu vois le côté pénible surtout, pas intéressant. Ouais. Ça vient après, plus tard, où là tu te dis, oui, ça peut être intéressant finalement. Sympa. Quand il fait beau dehors, c'est bien, même s'il y a des côtés forcément un petit peu moins drôles. Comme quand tu te prends la pluie. C'est ça, il fait froid, bon, c'est pas toujours marrant, c'est sûr, mais bon, après, c'est aussi sympa, hein, c'est pas plus mal que l'usine. Et du coup, tu disais corvée. Sandrine, je crois que ça fait écho. Oui, tout à fait. Corvée, pour moi, la vigne, j'avouerais que j'avais horreur de ça. J'ai vraiment grandi, déjà, je suis issue d'une famille nombreuse, je suis la dernière de 8 enfants. Donc chez nous, tout le monde allait aux vignes, puisque mes parents étaient ouvriers vignerons, mais ils avaient également des vignes à eux. Donc tous les enfants, tous les mercredis, samedis, dimanches, on était corvée vignes. Donc moi je suis, pour ainsi dire, quasiment née dans les vignes. L'anecdote, c'est que ma mère allait aux vignes avec tous les enfants, et pour les petits derniers, elle mettait une couverture au sol et elle posait l'enfant, elle faisait sa route et elle récupérait le petit arrivé en bas de la route, mais deux fois on s'échappait, c'est ce qui m'est arrivé. Elle a eu la surprise que je savais marcher à quatre pattes toute seule, donc j'ai grandi comme ça. Et puis donc cette corvée de devoir aller constamment en vigne quand tu as tes amis qui font la fête, qui sortent dehors, et donc c'est ce côté travail, transmission qui est acquis comme vraiment une corvée, comme disait Alain. Et puis on n'a pas la connaissance, donc on fait le travail, mais on ne sait pas réellement pourquoi, parce qu'en plus on ne fait même pas le rapprochement avec le revenu, le salaire. Donc moi, c'est vraiment, quand j'ai rencontré Alain, que j'ai vraiment appris le travail du vin. C'est vraiment deux choses différentes, le travail de la vigne et le travail du vin. Et c'est là qu'il y a tellement de choses qui peuvent se manifester dans le vin, et puis on travaille déjà la terre et on arrive au champagne qu'on peut trouver dans la coupe. Il y a tellement de choses qui peuvent évoluer et qui peuvent faire bouger les choses. Et puis je dirais cette passion, le respect du vivant, il y a aussi tellement à apprendre qu'on finit par vraiment se passionner. Donc moi, cette horreur du travail de la vigne, c'est devenu une passion grâce au vin. Grâce au travail du vin. Ouais, okay. Et puis là en plus on transforme complètement tout le produit, on part de la terre nue, on plante la vigne, on travaille la vigne, on transforme le produit raisin en vin, jusqu'à la bouteille, jusqu'à la vente. Donc là c'est vraiment complet, total sur toute la chaîne. Ouais. Jusqu'à voir les clients, les contacts avec les clients. Et puis il faut avouer que moi mes parents travaillaient encore en conventionnel, donc il n'y avait rien de sympa. Nous, les sols étaient nus, voilà. Donc là au jour d'aujourd'hui, on apprend toujours, on se forme. On travaille le sol, on fait des semis, mais tout ça, il faut chercher quelle herbe, donc c'est pas l'ennui, quoi. Il y a toujours quelque chose, même dans les arbres qu'on plante. Et c'est parce que vous faites évoluer le produit aussi. Vous ne vous contentez pas d'être sur ce que vous savez faire. Vous cherchez. Puis il faut pas oublier que ça évolue tout seul. On voit avec le changement climatique, tout ça. Donc nous aussi, on est obligé de suivre l'actualité. Chaque année est différente par rapport au temps, à la météo, à la vigne qui réagit aussi différemment. Ouais. Donc on ne peut pas s'ennuyer. Maintenant, c'est vraiment devenu une passion. Et ça nous plaît. Et puis on a la chance que peut-être qu'on va pouvoir le transmettre à nos enfants, puisqu'ils font... l'un d'eux fait les études, donc ça c'est aussi très important pour nous.
de transmettre, mais de transmettre le bon côté et cette passion. Et alors du coup votre champagne en fait la façon de travailler par filtration avec les gros buvards là qu'on a vu. Des plaques. Donc en fait finalement c'était déjà vegan. Depuis mes parents. Ouais, depuis tes parents. Mais vous avez choisi de faire labelliser en 2016. 16, c'est Ouais. ça. Et pourquoi vous avez voulu faire labelliser? Et enfin c'est quoi l'objectif derrière du coup d'avoir le label? Donc oui, on a voulu se faire labelliser justement parce que déjà ça correspondait à mon éthique. Donc on était déjà vegan depuis la génération de ses parents sur tout ce qui était vinification, Ouais. comme l'exigent les labels. Donc moi, étant vegan moi-même, j'ai souhaité voir où tout ce que les protéines animales pouvaient se trouver. Donc bien évidemment, il y en avait énormément sur le travail de la vigne. Après, petit à petit, à chaque fourniture, on étudiait également les contenus et on s'est aperçu qu'il y avait des protéines animales dans le papier, dans le bouchon, dans les emballages. Donc on a revu avec tous nos fournisseurs. On a déjà changé tout ça petit à petit pour leur laisser aussi le temps à nos fournisseurs de se mettre à jour, de s'adapter. Donc au jour d'aujourd'hui, tous nos sols sont végétaliens, notre vinification est végétalienne, tous nos fournitures également. Et ce label, c'était justement pour expliquer aux consommateurs que les champagnes, mais les vins en général ne le sont pas, spécialement véganes, très peu le sont encore au jour d'aujourd'hui. Et justement leur expliquer qu'on peut très bien avoir des produits de qualité sans être obligé d'ajouter de protéines animales et par derrière, il ne faut pas l'oublier, la souffrance animale. Donc, voilà, pour nous, c'était indispensable que ça corresponde à notre éthique. Après, il y a un impact. Alors, il y a un impact positif, évidemment, et puis un impact qui est un peu négatif, ne l'oublions pas. Le mot vegan peut faire peur, peut déranger. On a une clientèle assez variée. Cette clientèle-là, beaucoup sont favorables à ce qu'on fait, même s'ils ne sont pas véganes, puisqu'ils se rendent compte qu'on a énormément diminué les intrants. Donc pour eux, c'est favorable. Et puis ensuite, oui, on a des clients qui ne nous ont pas suivis parce que pour eux, le côté vegan avait un impact négatif. Ils ne comprenaient pas notre éthique, ça a dérangé. Donc, ma foi, voilà, on a quand même poursuivi dans notre choix. Et on est sincèrement très heureux. Ouais, ok. Alors, du coup, là, on va faire l'interview positive. Alors, l'interview positive, j'ai préparé 10 questions qui sont sur des choses positives que vous allez pouvoir nous raconter. Et vous allez donc me donner 3 chiffres de 1 à 10, et je vais vous poser les 3 questions qui tombent. Allez, le 3. Le 3, votre gratitude de la semaine. La chose cette semaine pour laquelle vous êtes plein de gratitude. Ta visite et Broco. Oh, c'est gentil. Ça, c'est trop mignon. Alors, tu confirmes? Est-ce qu'il y a un autre truc qui t'a fait super plaisir cette semaine? Donc ta visite, c'est sympa, ouais. Alors il y a un autre truc qui fait super plaisir, mais ça va pas vous arranger, c'est la pluie qui tombe depuis une grosse semaine. Parce que c'est super bien pour la terre et pour nos semences d'herbes dans les vignes. Ouais, C'est super, même si c'est pas drôle de prendre de la pluie sur la tête toute la journée. c'est sûr. Ouais. Mais on en avait besoin. Ok, Donc gratitude pour l'eau. pour la d'accord. Super. pluie. 6. 6. Est-ce que l'un de vous a un petit porte-bonheur ou une petite manie, un petit rituel pour se sentir bien? Non, Non, rien du tout. Non. rien, pas de petit gris-gris, se balader dans les vignes en disant allez, le raisin va être bon. Non, c'est juste garder le côté positif. Quand ça va pas, il faut aller au-delà. Et puis si c'est une période souci, on pense à demain et ça ira mieux. Ok. Et la dernière, La 5. la 5. Quel est votre rêve le plus fou et comment l'atteindre? Oula. Rêve le plus fou. Je vais pas dire un monde vegan, ce serait absurde. Peut-être un peu plus de bio dans ce monde, un peu plus de respect pour le vivant, puis un bel avenir pour mes enfants. Ouais, même chose, j'ai pas de rêve particulier, fou, qu'on arrive à continuer notre aventure, notre histoire, et puis qu'on j'ai le plus longtemps possible. Mais bon, c'est pas un rêve, c'est juste la vie, quoi. Ouais. Oui, puisqu'on va faire en sorte que ça aboutisse. Ouais.
Bah, merci à tous les deux pour l'accueil. Merci pour les badges. Sandrine, elle m'a fait des badges. Je pense que je posterai sur les réseaux, c'est trop chou. Et enfin voilà, on a été nourris et puis on a appris tellement de choses. Là, en 2 jours, ça a été super intense, mais vraiment très 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 intéressant. Donc merci beaucoup pour tout ça, c'était chouette. Ça nous fait plaisir. Merci. Bon bah voilà, là on repart de Talus-Saint-Prix. Merci 1000 fois Alain et Sandrine, c'était trop chouette, on a appris plein de trucs. Et bah, je vous laisse le mot de la fin. Bisous à tous. Ok, donc dernière petite minute pour le Champagne-le-Grès, donc pour moi et Alain. Donc on tenait à dire à Broco et à Luce qu'on a adoré cet échange. On vous souhaite une super belle aventure. Donc si possible, pas trop avec le mauvais temps. De belles rencontres surtout. Et, je suis persuadée que tous ceux qui vont vous rencontrer, eux, vont faire une formidable expérience comme nous. Donc on vous souhaite une belle aventure. Profitez bien de tous ces moments-là. Et puis on se dit à dans un an. À bientôt. Salut Broco. Bonne route, bonne découverte. Plus. À plus. Et bonne marche. Dream.